Oui, il est son fils biologique, mais il n'est pas son fils spirituel. Ce que je connais de Wade sur le plan politique, sur le plan des idées et de la pensée, Karim ne le connaît pas. C'est vrai qu'il est le candidat du Parti démocratique sénégalais, mais le PDS c'est un parti, c'est une structure. Or, le wadisme, c'est une pensée, ce sont des idées, ce sont des stratégies, des démarches politiques. Et pour l'avoir accompagné pendant longtemps, et m'être abreuvé à la source de cette pensée, je l'incarne. Autrement dit, le wadisme en tant qu'idée est plus large que le parti. C'est pour cela que je dis que je suis un prolongement de la candidature de Karim Wade. Mais nous avons une jonction. La jonction, c'est le wadisme. Et aujourd'hui, je fais partie des théoriciens de ces idées et de la pensée de notre maître. C'est pour cela que je me réclame candidat du wadisme, au-delà de tous les Sénégalais qui ont besoin de restauration de la confiance et de l'espoir. Donc il n'y a pas d'antinomie entre ma candidature et celle de Karim Wade. Ce sont deux candidatures qui se complètent. Bon, je souhaite vivement que la candidature de Karim Wade soit acceptée, parce que du point de vue du droit, on peut toujours espérer que cette candidature d'ailleurs sera acceptée. Bon, mais moi, je ne me focalise pas sur cela. J'ai mon chemin, j'ai ma pensée, j'ai mes idées, j'ai ma stratégie. J'ai une vision et un projet de société, en plus d'un programme que je vais présenter aux Sénégalais. Et je me baserai essentiellement sur ce programme et ce projet de société pour convaincre. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir au PDS. En tout cas, je ne veux pas entrer dans ces problèmes les problèmes de ce parti que j'ai quitté, mais où je ne garde que je n'ai conservé que des amis, des frères. Je le dis à beaucoup de vos confrères, il est certain que le jour où moi je serai au pouvoir, je ne peux pas ne pas composer avec des éléments du PDS. C'est ma famille naturelle. D'autant plus que c'est un parti qui regorge de cadres, d'hommes de valeur, qui ont fait leurs preuves. J'aurais bien aimé pouvoir continuer du chemin avec certains parmi eux. Bon, pour moi, je pose la question autrement. Je n'en suis pas encore à ce stade. Je ne crois pas à la mise en œuvre de cette loi, qui est une loi antidémocratique, injuste, parce que le président Macky Sall, il y a des domaines de gouvernance dans lesquels l'opposition ne s'incruste pas. On ne lui demande pas la façon dont il élabore son budget, les affectations budgétaires et consorts. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire, personnel en tant que président de la République. Mais il y a des aspects quand même de l'État qu'il partage avec d'autres éléments de la société, et particulièrement les élections. Il ne peut pas organiser les élections pour lui-même, il organise des élections avec d'autres candidats qui appartiennent à d'autres obédiences politiques. Donc, ça s'impose à lui de discuter, de se concerter, de dialoguer avec ces partis pour l'organisation d'élections transparentes, démocratiques, et qui ne sont susceptibles d'aucune contestation. Or, tout le monde sait que cette loi sur le parrainage n'a pas été partagée par ce qu'on appelle l'opposition la plus significative.
Il a fait un forcing pour faire voter la loi par une majorité mécanique à l'Assemblée nationale de son alliance. Et nous continuerons à lui faire la pression, à nous battre, à combattre l'application de cette loi. Et j'ose espérer que la raison va prévaloir et qu'on va surseoir à l'application de cette loi jusqu'après l'élection présidentielle. Je ne sais pas qui sera le président de la République demain, pour qu'il y ait un dialogue, une concertation la plus large possible pour arriver à un système de filtrage. Moi, je ne suis pas contre le filtrage. D'ailleurs, je ne vois pas de parti politique, même d'opposition, qui est contre le filtrage. Mais il faut en discuter pour trouver la méthode la plus consensuelle. N'est-ce pas? Dans toutes les démocraties, c'est comme ça que ça se fait. Aux États-Unis, il y a un système, ou en France, où il y a plus de 400 partis. En réalité, il n'y a que 2, 3 ou 4 qui sont à l'élection présidentielle. On souhaiterait qu'il en soit de même au Sénégal, mais il faut en discuter de façon transparente, n'est-ce pas, et démocratique, mais décider de façon presque exclusive par le pouvoir parce qu'il a la puissance, c'est ça que nous contestons. Nous avons des propositions à formuler le jour où il y aura une large concertation sur le système de filtrage, d'autres en ont, et on va arriver à une synthèse de toutes ces propositions pour faire le système de parrainage le plus accepté par l'ensemble de la classe politique. Voilà ce que nous disons, pas plus. Donc, moi, les autres, nous ne nous mettons pas maintenant à réfléchir, est-ce qu'on aura le nombre, etc. On ne veut pas de cette loi. Voilà. Bien, bon, du point de l'ancrage, il y a l'ancrage idéologique et doctrinal. Moi, je suis d'obédience libérale sociale solidaire. Mais retenez surtout cette notion de solidarité qui est une valeur libérale, mais une valeur africaine et sénégalaise. C'est pour cela que la solidarité occupe une grande place dans mon programme de candidat à l'élection présidentielle, que je ne pourrais pas expliquer ici, détaillé parce que c'est 15 minutes, n'est-ce pas? Mais j'aurai au fond de solidarité parce que mon ambition, c'est l'année suivante, après mon élection comme président de la République, de porter le budget du Sénégal à 5 000 milliards de francs CFA sans augmenter les impôts, n'est-ce pas? Et je sais comment le faire parce que je suis de l'administration. En réalité, vous posez la question à tous les cas de l'administration, qu'ils soient aux impôts de domaine, douane, commerce, où vous voulez. On sait très bien que le montant de fonds collectés en tant que ressources internes du Sénégal est largement inférieur à la déperdition du fait de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Des exonérations et d'autres choses qui, en interne que nous connaissons et qu'on peut corriger. Et si j'ai réussi à avoir un budget de 5 000 milliards compte tenu des futures recettes pétrolières et gazières, j'ai créé un fonds de solidarité qui sera abondé par une partie du budget. Et j'envisage même de diminuer substantiellement les fonds spéciaux qu'on appelle les fonds politiques de moitié que je verserai dans le fonds de solidarité qui va servir à aider les couches les plus vulnérables, les paysans, les pauvres, les daras, etc., même les étudiants, hein, etc. Mais je détaillerai ça ultérieurement, parce que nous avons besoin d'une société solidaire pour avancer, jusqu'à même la construction de logements sociaux en milieu rural. C'est injuste le système que nous vivons. Comme on le dit, on est 1% de fonctionnaires et nous captons l'essentiel du budget. Or, si vous regardez cette année, par exemple, le budget de l'agriculture, sur 195 milliards, il y a 50 milliards d'investissements en termes de semences, d'intrants, etc., de matériel agricole pour les paysans, qui représentent 60 à 70% de la population active.
Est-ce que nous sommes plus importants que les paysans? Sans les paysans, on ne peut pas vivre sans l'agriculture. Donc il y a une injustice dans la répartition des revenus. Et c'est ça qu'il faut corriger. Les jeunes, n'est-ce pas, qui représentent aussi la part la plus importante de la population, il n'y a pas d'emploi, ils sont obligés d'aller braver le désert pour y mourir, ou bien mourir dans un océan sans fin, la Méditerranée. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de social et de solidarité pour corriger les inégalités au Sénégal. Et c'est pour cela que d'ailleurs je propose, moi, je vais mettre en œuvre, mon gouvernement ne fera pas plus de 15 ministres au niveau central. Il y aura des ministres délégués auprès du Premier ministre, chargés du développement des régions. Autrement dit, il y aura un ministre délégué pour Tambacounda, pour la banlieue, etc. Et qui seront chargés de mise en œuvre de programmes et projets pour ces régions, pour réduire les déséquilibres entre la capitale et l'intérieur du pays. Et ce sont les gouverneurs, n'est-ce pas, que je vais nommer en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du développement des régions, parce que ce sont des compétences qui sont inutilisées. Ça n'a pas de sens, il faut en finir avec les gouverneurs, un préfet s'assure. Avant de répondre à cette question, je reviens en arrière parce que moi, j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est l'ancrage. C'est vrai que mon parti est un parti jeune, il n'est pas encore bien installé à l'intérieur du pays, mais comme vous le dites vous-même, les hommes de communication, l'élection présidentielle, c'est un contrat d'un homme avec son peuple. Mais moi, personnellement, j'ai un ancrage en tant que candidat. Vous voyez, parce qu'en tant que cadre de l'administration, j'ai suivi le pays, je travaille un peu partout. Kolda, Tamba au Roulé, j'étais ministre. Donc, comme je dis, moi, je n'ai pas besoin de faire le tour du Sénégal 3 fois comme le candidat Macky Sall parce qu'il ne connaissait pas le pays. Moi, je le connais très bien et je n'ai pas besoin de tout cela et je sais comment le faire. Donc, en tant que candidat, moi, je suis ancré profondément dans le Sénégal des profondeurs. Maintenant, pour la question de l'éducation, de l'enseignement au Sénégal qui est malade, profondément malade. Moi, en tant que candidat, d'abord, je propose qu'il y ait des assises sectorielles de l'enseignement, de l'éducation. Autrement dit, à partir de, comment on l'appelle, la petite enfance, on organise des assises, le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique professionnel, etc. Et avec la participation, bien sûr, des élèves et des étudiants. À partir de ces assises, on va, les participants à ces assises vont définir, n'est-ce pas, une projection de ce que doit être le secteur ou le sous-secteur sur le long terme. Et quand ils auront fini ces assises, on va organiser des états généraux de l'éducation et de l'enseignement. Et sur la base des conclusions sectorielles et de représentation de ces différents secteurs, sous-secteurs. Et on va faire un document global de l'ensemble de l'éducation et de l'enseignement qui va tracer ce que devra être l'éducation et l'enseignement sur les 20 ans à venir. 20 ans. Et on signera, le gouvernement, avec tous les acteurs, un document, n'est-ce pas, qui va engager toutes les parties sur les 20 ans. Même un gouvernement qui viendra après ne pourra pas changer le fond. Vous comprenez? Et en plus de cela, on va élaborer un pacte, autant pour moi, un statut de l'étudiant sénégalais. Pourquoi un statut? Parce que moi je vais faire en sorte que tous les étudiants puissent avoir une bourse, une aide, etc. Mais c'est de l'argent public. Quand le fonctionnaire est payé par l'État, il a un statut.
On lui dit voilà vos droits, voilà vos obligations. On va faire la même chose pour les étudiants, droits, obligations de l'étudiant et sa position dans la société, pour qu'il sache lui-même qu'est-ce qu'il représente. Parce que le fonctionnaire n'est pas plus important que l'étudiant. Les injustices sociales dont je parlais, les fonctionnaires se partagent une masse globale de 600 milliards, je ne sais pas, or on donne 50 milliards aux étudiants qui font plus que les fonctionnaires. Et c'est eux qui vont occuper les fonctions de décision demain dans le pays. Nous ne sommes pas comme les pays développés où on demande aux étudiants de payer, etc. Non, nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore du chemin à faire. C'est pour cela qu'il faut soutenir les étudiants. Et si on le fait, et qu'il y ait un statut de l'étudiant, il comprendra ses droits et ses obligations. On va tout définir, n'est-ce pas, tout élaborer. Et ça va aiguiser le sens de responsabilité avec ce dont j'ai parlé, les assises et les états généraux. Ça devrait participer à quand même calmer l'espace universitaire, l'espace scolaire. Les mêmes engagements seront tenus par l'État vis-à-vis des enseignants. Il faut là aussi qu'il y ait un accord, parce que quand il y a un accord avec les... Et cet accord peut figurer dans le document global des états généraux qui seront élaborés. Et si je crois que si on le fait, compte tenu bien sûr des investissements qu'il faut faire à l'université, il faut qu'il y ait suffisamment de chambres pour les étudiants, il faut qu'il y ait des restaurants de qualité. D'ailleurs, moi, j'envisage qu'il y ait pour chaque université un hôpital. Ce n'est pas ces structures sanitaires là, à l'intérieur des courses, etc., des centres universitaires qui vont régler le problème des étudiants. L'étudiant a besoin d'être en bonne santé. Vous comprenez? Quand vous avez une population quand même de 30 000 habitants, c'est des villes. C'est des villes, ça fait plus que Linguère. Et Linguère a un hôpital. Pourquoi il n'y a pas un hôpital à l'intérieur de Cheikh Anta Diop? Pourquoi il n'y a pas un hôpital à l'université de Saint-Louis? Au moins, ces deux universités devraient avoir un hôpital. Ça, je l'envisage dans mon programme et c'est faisable. Voilà tout un ensemble, n'est-ce pas, que je propose en tant que candidat pour l'enseignement supérieur, etc., etc. Je sais ce que je dis. J'étais au sport du pouvoir et j'essaie comment trouver des solutions pour ces problèmes.